L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, on t'écoute. La très belle prestation d'Arsenal, évidemment. Résultat qui va marquer les esprits. Le deuxième point, c'est que doit-on penser de ce Real et est-ce que ce Real, finalement, n'était pas destiné à finir comme ça, puisque depuis le début de la saison, il est plutôt comme ça. Et Edgar nous le confirmera, je pense, dans un instant. Et puis, la belle victoire de l'Inter, qui est l'équipe la plus sous-estimée des 8 qui restent et qui va chercher une victoire à Munich. C'est, je ne sais pas pourquoi, l'équipe qui est la moins cotée. Johan nous dit souvent qu'il faut quand même la surveiller de près et qu'il ne faut pas l'écarter des prétendants à la victoire finale. Je pense que ce soir, ils ont montré qu'il fallait compter avec eux. Daniel, Manu. Tu peux m'appeler Daniel si tu veux, ça me dérange pas. Manu. Moi, les 3 points sont quasiment les mêmes que Daniel, que Manu, en fait. C'est la très belle performance des Gunners avec ce symbole de Rice qui n'avait jamais marqué sur coup franc et qui marque 2 extraordinaires coups francs, mais aussi surtout la prestation collective qui est sublimissime face à un Real extrêmement pauvre. Mon deuxième point, c'est les stars du Real Madrid complètement absentes du débat. On peut parler de la performance collective, mais c'est surtout les individualités qui, pour moi, ont été absentes dans ce match-là, et notamment sur le plan offensif. À aucun moment on a senti un danger, hormis le face-à-face manqué de Kylian Mbappé en première période. Et la troisième, c'est la belle réaction de l'Inter après avoir concédé l'égalisation. Dans les dernières minutes du jeu, on sentait qu'ils étaient en ballottage défavorable. Ils étaient acculés sur leur propre but. Et sur une action de grande classe, en 2 transitions, ils se retrouvent dans la surface de réparation du Bayern, bien aidé par un d'ailleurs coupable doublement sur cette action. Mais j'ai bien aimé la réaction des interistes. Alors moi, pardon, mais il va falloir que j'éclaircisse un énorme mystère. Pourquoi Declan Rice, donc c'est son premier coup franc? Ouais, c'est 2 coups francs. Ouais. Ok. Pourquoi il doit tirer avant? Non, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il paraît qu'il s'est inspiré de Jean-François Domergue. Pourquoi j'étais convaincu au moment où il a frappé, je dis ouais, mais Declan Rice, c'est un bon tireur de coups francs. J'étais persuadé qu'il en avait déjà marqué. J'avais cette idée en tête que Rice savait tirer les coups francs. Je ne sais pas d'où je tiens ça. Quand j'ai entendu la stat derrière, je dit mais t'as picolé ou quoi? Où est-ce que je l'ai vu? Je suis sûr que je l'ai vu tirer un coup franc et que j'ai trouvé que c'était un bon tireur de coups francs. Et j'ai un 4e point. Je ne sais pas, ça doit venir de quelque part. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je peux me permettre un 4e point? Je présente mes condoléances à Val Kilmer et surtout à sa famille. Ah oui. Parce que tu sais qu'on a tous pensé à toi. Hein. Moi j'ai pensé à toi. Oui, parce que je te disais que tu lui ressemblais. Ces dernières années ont été extrêmement pénibles pour lui. Donc maintenant, rest in peace, comme on dit en Angleterre. Voilà. Bon, parlons du Real, les gars, parce que Edgar Groslo est là. On parlera d'Arsenal quand Julien Laurence nous rejoindra tout à l'heure. C'est une déroute. C'est une déroute, évidemment. Parce qu'on va faire une évaluation. Mbappé inexistant, Vinicius inexistant. Bref, il n'y a rien qui allait ce soir. Et je rappelle qu'ils sortent d'une défaite en championnat par ailleurs. Contre Valence. Contre Valence 2-1, je pense qu'il faut séparer le match en 2 parce que je pense qu'en première période, c'est à peu près le match auquel s'attendait Carlo Ancelotti et le match qu'il voulait parce qu'en fait, il a réussi à aspirer ce bloc et il a réussi parfois à avoir des espaces en contre-attaque, même s'ils n'ont pas réussi à bien exploiter leur situation intéressante. Mais par contre, en deuxième période, il y a un manque d'intensité. Ils tiennent plus physiquement. Le milieu de terrain s'est fait laminé par celui d'Arsenal. Même au niveau des compos, on se disait que ça allait peut-être se jouer là. Et on a clairement vu que ça tenait pas le coup ce soir, Modric et Camavinga à ce niveau-là d'intensité. L'intensité niveau Première Ligue. Voilà, Luka Modric est un super joueur, mais on a vu aujourd'hui... De Champions League surtout, ouais. Voilà, non mais de l'une des meilleures équipes de Première Ligue, il y a quand même une différence. Modric, l'histoire, c'est que cette année, après tout, il devait pas fondamentalement être titulaire. Il devait peut-être finir des matchs, garder les ballons sur une fin de match. Après, c'est pas la même chose, les matchs de Ligue des Champions et les matchs internationaux. Évidemment, on est tous conscients de ça. La performance accomplie au match aller contre les Bleus était haut de gamme. Mais les Bleus avaient raté leur match et étaient incapables de mettre... Est-ce qu'on s'est laissé abuser à ce moment-là? Modric, qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Et puis, on aime tellement ce joueur, on le respecte tellement pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait, qu'on a du mal à dire il est fini. Mais cette année, il ne devait pas... Si au début de la saison, on dit le Real va jouer un quart de finale de Ligue des Champions, on ne se dit pas que ça va être avec un Modric titulaire. Ça ne devait pas être l'idée, non? Bien sûr, et
normalement, les titulaires, si on nous avait dit un mois et demi, ça aurait été Ceballos et Tchouaméni. Ceballos est blessé, Tchouaméni est suspendu, Tchouaméni, ça va faire du bien au match retour. Je pense qu'il a beaucoup manqué, mais on en revient à la remarque qu'on fait tout le temps. Quoi qu'il en soit par rapport à l'histoire récente du Real, même si ça avait été Tchouaméni, Ceballos, c'est pas assez. C'est pas Real. Non, c'est pas Real Madrid, un milieu pareil. Bien sûr, mais je pense que, sur la deuxième période, il y a rien qui allait au Real Madrid. La défense, tu peux pas. Le but de Merino, par exemple, comment le gars il fait un pas de retrait, il a 2 mètres d'avance sur son défenseur, et même les attaquants, Vinicius complètement disparu. Kylian Mbappé complètement disparu. Rodrigo, j'en parle même pas, j'ai pas en mémoire une action de lui ce soir. C'est quand même assez incompréhensible, même si ça marche pas ensemble, même s'il n'y a pas de lien collectif, même si tactiquement ça marche pas bien. Tu as des joueurs comme ça qui disparaissent à ce niveau-là. Moi, je veux bien comprendre le plan qui est on va attendre un peu, et puis avec les flèches devant, ça peut faire la diff et tout, même si c'est hyper restrictif pour un club comme le Real. Mais au-delà de ça, et puis on se dit tellement qu'ils arrivent à le faire, qu'ils sont capables de faire basculer les matchs, et puis on n'ose même plus les critiquer, parce que comme ils sont à chaque fois capables de nous surprendre, on dit « Ah, tiens, la magie Real, ah, tiens, ils vont encore le faire et tout ». Mais après, quand arrive un choc comme celui de ce soir, un 3-0 comme ça, tu es bien obligé de dire « Mais c'est quoi l'idée, quoi ?» Excusez-moi, mais... C'est quoi l'idée d'être aligné à 4 au milieu comme ça, avec Bellingham à une place qui lui va pas, Rodrigo à une place qui lui va pas non plus C'est même pas. Non, mais en fait, il y a une erreur d'Ancelotti. On comprend. Mais c'est pas. Et 4 offensifs plus Modric. En fait, c'est quoi les options sur le banc ? En fait, il n'y a pas d'option. Parce que ça peut paraître même prétentieux, en fait. Il y a des options sur le banc, mais il ne veut pas les faire rentrer. Hendrick, il est performant à chaque fois qu'il joue. Il le fait. Il se retrouve là quasiment tout seul et il finit avec un carton rouge. Mais l'équipe est déséquilibrée, justement, parce que tu as 4 offensifs et tu n'as que 2 milieux de terrain avec un Modric qui est très vieillissant, l'immense joueur que ça a été. Mais quelles étaient les options sur le banc de touche au milieu de terrain ? Au milieu de terrain, pour le coup, aujourd'hui. Mais moi, je redirais ce que j'ai toujours dit. Un coach, aussi bon soit-il, fort tactiquement, dans le management et tout ça, il doit composer avec les mecs qu'il a. Et même Carlo Ancelotti, s'il a Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, il est emmerdé. Il est emmerdé quoi qu'il en soit. Il sera emmerdé quoi qu'il en soit. Même si c'est Ancelotti, même si c'est n'importe qui. Pourquoi les coachs qu'on dit de la maison Guardiola ne veulent jamais ce genre d'effectif-là? Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec les trucs de management, les machins, les égos, les trucs et tout. C'est de toute façon, on le sait, très compliqué. On l'a vu au PSG pendant des années. C'est méga compliqué à gérer ce genre de. C'est surtout l'effectif du Real depuis le début de saison qui est bancal. Et comme en plus il est bancal, parce que tu n'as pas des milieux forts, tu as un Alaba qui revient de je ne sais pas combien de mois de blessure, il est à peine sur le retour. Tu mets latéral gauche pour la première fois de la saison. Tu mets latéral gauche, que tu n'as pas vraiment de latéral droit, que tu es obligé à chaque fois de dépanner entre Valverde, Vasquez et tout. En fait, c'est une équipe du Real qui a quand même été encore championne d'Europe l'année dernière, quand même, quoi. Encore une fois, encore en misant beaucoup sur des individualités, mais à l'époque, tu avais quand même Carvaral qui était là. Elle était presque un peu plus élaborée, l'équipe. Mais là, il n'y a plus rien qui est élaboré. C'est allez-y, roulez jeunesse, et puis on voit comment ça se passe. Edgar, Julien Laurence nous rejoint en direct du stade à Londres. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. T'entends dans sa voix qu'il est content, Julien. Hein? C'est une grande soirée pour Arsenal, forcément. C'est une grande soirée, quelle performance, notamment en seconde période. Mais je suis d'accord avec tout ce que les garçons viennent de dire. J'ai entendu là le passage sur le Real. Sincèrement, au stade, l'impression de déséquilibre d'une équipe qui était complètement qui n'était pas une équipe en fait, était encore plus flagrante, j'imagine, qu'à la télévision. Sincèrement, moi, la seconde période, je trouve que elle est honteuse de la part du Real Madrid, que tu aies des joueurs comme Bellingham qui ne soient pas du tout impliqués dans la construction du jeu, par exemple, qui soient complètement transparents. Parce que je comprends bien ce qu'on dit sur l'effectif, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal et les garçons ont raison. Après, je suis désolé, on en parlait un tout petit peu déjà hier avec Edgar sur Ancelotti. Un entraîneur doit quand même faire mieux avec les joueurs qu'il a, ce soir, même avec les absents, notamment dans la construction du jeu. Et je suis désolé, moi, un joueur comme Bellingham, que tu as dans ton effectif, dont tu ne te sers pas pour construire le jeu, dont tu fais jouer trop, tout ce qu'on lui demandait de faire, c'est des courses dans le vide, vers l'avant, qui ne servaient à rien, qui ne voulaient rien dire. Moi, je trouve ça, sincèrement, inacceptable.
Mais ce soir, Julien, regarde le rôle qu'il a, Jude Bellingham, parce que tu te retrouves avec David Alaba, qui est revenu sur une jambe, qui est défaillant un match sur 2 depuis qu'il est revenu, qui doit défendre sur Bukayo Saka. Et du coup, tu vois Jude Bellingham qui était très souvent 1 contre 1 défensif face à Bukayo Saka. Et donc forcément, après qu'il n'a pas forcément les jambes pour faire des différences offensives. Et d'ailleurs, les seules fois où il était vraiment impliqué offensivement, ça a été parmi les meilleures occasions du Real Madrid. Je pense notamment à l'occasion de Mbappé. Il la met dans le petit filet. Mais le problème, c'est que tes 2 milieux de terrain, tes 2 meilleurs milieu de terrain au Real Madrid, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, tu lui demandes tout et son contraire. C'est à moitié un attaquant, ça doit être un numéro 9, ça doit être un défenseur, un latéral gauche. Et l'autre meilleur milieu de terrain, c'est Valverde. Tu fais le jouer latéral droit parce que ton effectif n'est pas au niveau sur ces postes-là, parce que ce soir, tu as 2 latéraux qui sont disponibles, Fran Garcia et Lucas Vazquez, et tu les mets sur le banc. Non pas, et je suis même pas sûr que ce soit une mauvaise idée, c'est juste que ces 2 joueurs-là ne sont pas au niveau pour être titulaires en quart de finale de Ligue des Champions. Oui, il y a des blessures, mais moi je vous répète que si tu as Vinicius, Mbappé, Bellingham, tu les fais jouer, et après tu vas également mettre Rodrigo, parce qu'au fond, Rodrigo est peut-être le meilleur des 4, ou en tout cas le meilleur des 3 de devant, enfin, même si Mbappé a trouvé une régularité ces derniers temps, mais se passer de Rodrigo, qui est quand même un sacré joueur, tu peux pas non plus. Donc, je répète, tu es obligé d'envoyer ça et de dire on va voir si ça tourne bien, parce que ça a quand même beaucoup. Mais t'étais pas obligé de jouer en 4-2-4 non plus. Mais moi, je pense que tant qu'ils ne reverront pas l'effectif, et après, pardonnez-moi, on est quand même en train de parler du Real, qui a gagné combien de Ligue des Champions sur les dernières années. Ils n'ont pas non plus un abonnement à vie. Il peut leur arriver, comme il y a 2 ans, de prendre une tarte contre City. À l'année d'après, ils regagnent encore. L'année d'avant, ils avaient gagné. C'est bon, hein. Ils peuvent aussi. Là, c'est sacré tarte. Alors, mais c'est pas terminé. Après, il y a le match retour, on ne sait jamais ce qui va se passer. Que ce soit terminé ou pas, je veux dire, ça va. Ils vont pas tout le temps gagner non plus, quoi. Mais j'ai rarement vu les autres se faire gifler comme ça. Ça leur est arrivé dans leur histoire. Ils ont plus souvent gagné, mais à un moment, on peut aussi tourner une page de temps en temps et voir autre chose. Dans un instant, Tony avec nous. C'est limite presque que je m'en fous, moi, que Ancelotti ne trouve pas de solution, que les joueurs ne répondent pas et tout. Ça va. Ils gagnent tellement que de temps en temps, on peut passer à autre chose. On va faire une évaluation. On va rentrer dans les détails de la perte d'Arsenal, bien sûr. D'ailleurs, il faudra que Julien nous parle de Nicolas Jauvert, entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, parce que là. Peut-être que. T'as vu avant le premier coup franc, il fait le geste sur le banc de touche. Est-ce que Julien peut m'aider ? Contourne le. Exactement, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que tu vois le début d'une trace possible de quoi que ce soit qui faisait que j'étais convaincu que Declan Rice tirait bien les coups francs alors que j'ai appris qu'il n'en avait jamais marqué. Pourquoi j'ai pensé ce truc-là ? Parce qu'il avait une frappe, il a une frappe somptueuse et qu'il a marqué des buts de loin. Et il tire très bien les corners aussi, donc il a cette habilité déjà de pouvoir mettre le ballon exactement où il veut. Donc c'est peut-être de là que tu l'avais vu. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. On se retrouve tout de suite pour continuer le débat et on aura Tony au 32-16 qui est supporter du Real. Et ensuite il y aura le PSG au programme. Et ensuite, il y aura l'analyse de Bayern Inter. Et on a plein d'actus par ailleurs, notamment des actus droit télé ce soir, suite à la venue de Joseph Gourlian hier soir dans l'After. On se retrouve tout de suite sur RMC et sur l'After Foot TV. Il est 23h15, vous écoutez l'After, bien sûr, si vous nous rejoignez sur Free, sur SFR, sur tous les supports. L'After Foot TV sera là désormais tous les soirs, avec en plus plein de nouveautés qui vont s'ajouter durant la journée, dans les jours et les semaines qui viennent. Manu Petit est là, Daniel Riolo est là, Edgar Grollo est là, et Julien Laurence est là. Edgar, spécialiste du Real, il vit en Espagne, même si là ce soir il est de passage à Paris. Oui, tu fous là au fait. Je sais pas si tu étais au courant, il y avait la première de l'After Foot TV hier. Oui. Et donc j'étais en studio pour les drôles de dames. Voilà. Et vu que le match était à l'extérieur. T'es venu parce que c'est la première. Ouais. Je suis venu pour être en studio hier, et vu que le match est à l'extérieur. Il est bien le petit. Il fait les allers-retours en avion, il est peinard et tout, genre un homme d'affaires. Il va pas venir non plus en carriole. La semaine prochaine, on sera à Bernabéu. Il arrive en avion quand même. Et alors, finalement, on t'a pas revu depuis. Tu es à Madrid, tu t'installes, tu commences à connaître les endroits où il faut sortir, tout ça. Ça, je pense que Fred a encore une longueur d'avance sur moi. Sur les endroits où ça, c'est normal. Il a passé 30 ans là-bas. Non, mais tu es heureux, c'est bien. Bien à Madrid, c'est bien. Franchement, une fois que tu es à Madrid, il fait beau. Il y a plein de gens super sympas, des Espagnols et des Français, même autour du club. Il y a beaucoup de Français parce qu'il y a tellement de joueurs français maintenant. Mais la passion pour le foot, et surtout, t'es dedans, t'as compris ce que c'était. T'es dans l'épicentre du foot mondial et tu te rends compte une fois que tu t'en rends compte quand tu y es. Ouais, tu te rends vraiment compte. En fait, moi, le premier truc qui m'a marqué, c'est t'arrives, la boutique du club, c'est un supermarché, quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est une autre dimension. Le stade il est 2 fois plus grand que le Parc des Princes et c'est voilà, une fois que tu habites là-bas, tu te rends compte que tu as 15 médias qui en parlent tous les jours. C'était ta première expérience de vivre à l'étranger ? Ouais, bien sûr.
Et t'appréhendais, t'étais. Bah non, écoute, C'est un cadeau énorme, non? quand tu viens suivre le meilleur C'est club fou, du monde, quand même. Bah oui. t'appréhendes pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est T'appréhendes pas, c'est un t'as truc de hâte fou. de le faire. J'imagine qu'il y a Bon. plein de jeunes reporters qui Julien. peuvent kiffer un jour de faire ça, quoi. Faut qu'on parle des coups francs de Magnifique. Declan Rice, qui sont tous les deux superbes. Ah, le premier, le deuxième, le premier, le ballon brossé. Le deuxième, Tu prends le encore plus beau. deuxième Non, mais choix. alors, rentrons dans les détails. Le Alors, je premier, il est rappelle magnifique aussi. qu'Arsenal a un entraîneur des coups de pied arrêtés, tous les clubs n'en ont pas, mais Arsenal en a un qui est français d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je renvoie à un podcast. Ils étaient plus connus sur les corners. Je renvoie à un podcast de Johan Crochet qui interviewe pendant près de 45 minutes Nicolas Jauvert et qui sans doute a mis en place des stratégies parce que c'est son boulot. Donc on peut considérer que Declan Rice s'est inspiré de ce qu'il a fait avec Nicolas Jauvert. Le premier coup franc. Y a-t-il responsabilité de Courtois Il ne peut Manu pas la prendre. Non, pas Courtois. Sur le mur, oui, sur le mur. Oui, mais Ici- c'est Courtois qui place le mur. Oui, c'est Sur ce le que mur, j'allais hein. dire. Il le Si place on pour considère Saka, que en fait. Courtois doit placer le mur, oui, mais tu sais que de toute façon, j'aurai un bilan bientôt et je Parce te que- le dirai s'il a fait Non, une mais erreur. parce que la trajectoire, parce qu'en fait c'est contre-intuitif ce que fait Moi, Declan en fait, Rice. C'est-à-dire qu'il frappe oui, petit côté, mais il contourne le mur. techniquement, Je te dis, c'est la chose la plus compliquée à faire. techniquement, c'est juste impressionnant. Il a contourné justement le mur, mais c'est surtout la puissance de sa frappe. Moi, là où je pourrais voir justement une petite erreur de Courtois, c'est sur son positionnement. Je le trouve trop décalé sur sa droite. Et je pense qu'il fait trop confiance au Il mur. aurait plus intérêt, s'il est au milieu du but, peut-être qu'il la sort. Au milieu, je ne pense pas, parce que le mur justement lui permet de décaler un petit peu sur sa droite. Mais je pense Tu que dis qu'il était trop décalé sa droite. parce que quand tu le regardes, il a quand même un énorme espace qu'il laisse sur son côté gauche. Après, je connais pas un seul gardien au monde qui a arrêté cette frappe. Hein. Elle rase ça, c'est le sûr, ouais. poteau, Mais elle est super mur est- puissante, le mur elle est millimétrée, c'est une frappe laser, quoi, tu vois. Faut qu'on ait l'analyse de notre ami Thierry, Oui, qui est le préparateur de Thierry Bernera de Thibaut Courtois. qui analyse les Bernera, matchs de Thibaut Thibaut Courtois, Courtois, fait qui partie bosse quand même avec des lui. meilleurs gardiens au monde depuis pas mal d'années. Absolument. Fait aussi des arrêts décisifs ce soir, par ailleurs. Exactement. Son arrêt sur Declan Rice, d'ailleurs, en Son première mi-temps, double triple sur la tête arrêt de qu'il a Rice, fait. ouais. Ah oui, non, mais il en a sorti beaucoup. Ouais. Il fait un bon match. Et Julien, Ouais. le deuxième coup franc, là, tu as l'impression d'un geste un peu Ça, de buteur de mais- rugby. Même Jésus l'arrête pas. Sur la pointe des pieds. Regardez bien ses pieds et la prise d'élan. Incroyable. C'est le plus beau, hein, le deuxième. Il est sur la pointe des pieds, du début à la fin, et il envoie un missile absolument magnifique. On est peut-être sur le plus beau coup franc de l'année. Il peut pas tirer un coup franc comme ça sans avoir tiré des coups francs avant. Je dis, pardon, j'insiste, elle est vraie la stat, comme quoi il a jamais mis un coup Jamais. franc. Non, Julien. donc, C'est pas Jamais. possible. Il en a je vous jamais jure, marqué. c'est pourquoi j'ai Ça, ça c'est- en tête, c'est Non. dingue. Tu veux une autre stat? C'est le Non, mais premier il a déjà doublé tiré sur des coup coups franc francs. direct de l'histoire de la Ligue des Champions dans la phase à élimination C'est directe. ce que je posais tout à l'heure comme Alors, question. ça dépend jusqu'où on remonte, parce qu'il doit avoir Sinisa Mihailovic avec l'étoile rouge contre le Bayern en 90. non Il faut remonter à Écoute, super il en met longtemps, pas hein. deux ce soir-là. C'est la stat mais d'Opta. Et il y a une troisième stat. Bon, C'est quand la laissez dernière la fois le parole à Real Julien Madrid a Laurence. pris 2 coups francs dans un même match en Champions League. Julien, Non, je voulais. Alors, il en a déjà tiré, Daniel, mais il n'en avait jamais marqué avant. Mais il en a tiré, il en tire à l'entraînement, il en a déjà tiré en match, mais ils sont jamais tombés comme cela. Mais c'est vrai, pour revenir sur ce que disait Manu, que Jauvert lui dit avant le premier. Donc je ne sais De pas si contourner Jauvert le a vu mur. que le mur n'était pas bien aligné, mais il lui dit effectivement, contourne le mur plutôt que ce soit Odegaard qui tire pied gauche, alors que c'était plutôt plus pour un gaucher, puisqu'il a un peu décalé côté droit le ballon. Et il lui dit, effectivement, tu vois bien qu'il lui dit passe sur le côté du mur. Le deuxième est exceptionnel. Rice, de toute façon, on l'a dit, hein, à 120 millions d'euros, il faut aussi que tu aies les performances pour le transfert, qu'il y ait les performances derrière qui suivent. Il a été très bon depuis le début de l'année 2025. Et là, ce soir, il est exceptionnel dans un milieu de terrain qui domine. On l'a dit tout à l'heure, parce que Camavinga, Modric, ils sont à la rue souvent contre Partey, Odegaard et Rice. Mais Rice est très très bon. Mais c'est vrai que les deux coups francs font la différence, même s'il y a d'autres moments très forts d'Arsenal. Le troisième but de Merino, lui aussi dans sa construction, le centre de Lewis Kelly et sa finition est très belle. Mais c'est vrai que les deux coups francs comme ça font la différence. tiens, on a Thierry Bernera qui est là. Ah, magnifique. Qui est, qu'on a déjà eu dans l'after à plusieurs reprises, et qui était un formateur reconnu dans le monde des gardiens de but. Qui bosse à la FIFA. Et qui bosse avec Thibaut Courtois spécifiquement pour débriefer ses matchs. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ah, Thierry, Thierry, très content de t'avoir. On a vraiment besoin de tes lumières là. On te prend un peu à chaud là, à la fin du match, mais donc j'imagine que tu n'as pas encore eu le temps de faire des montages, des choses, de regarder les 50 ralentis. Est-ce que la responsabilité de Thibaut Courtois est engagée sur le premier coup franc? Non, il place toujours son mur de cette manière-là.
Il prend toujours un homme, il ne met pas un homme de plus. Après, la rotation du ballon, elle est incroyable. Hein. On voit comme il rentre à la fin, et à la fin, il vient vraiment dans le but. Et je pense que ça le perturbe aussi. Alors évidemment que je n'ai pas eu de retour de lui, mais je pense qu'au dernier moment, il voit vraiment qu'elle est cadrée. Parce qu'il pousse, mais il ne pousse pas à 100% à mon sens. Ah, donc tu penses qu'il le voit dehors? Dehors, il pousse, il sort, va, ouais. mais il n'est pas sûr qu'elle rentre. Parce qu'on voit la fin de rotation du ballon, elle est incroyable. Hein. Et puis il frappe à combien? 97 km/h, je crois. Près de 100 km/h. Donc tu n'es même pas une seconde hein, de temps de réaction. Hein. Est-ce qu'il n'est pas 100 un peu km/h, trop c'est sur son côté droit? Non, parce qu'au départ, tu peux pas. Il y a Saka qui est avec lui. Hein, sur le coup franc, ils sont les deux. Donc tu es obligé de te positionner là. Mais par contre, tu peux mettre un deuxième homme. Tu peux mettre un mec en plus à côté de Valverde. Mais lui, il positionne toujours comme ça et il a très peu pris de but. Valverde, malheureusement, part en rotation hein, sur la frappe. Dès que le ballon arrive, lui, il part en rotation, il ferme avec son épaule gauche, il prend plus l'espace. Mais je répète, hein, c'est une frappe forte et avec une rotation qui est conséquente. Hein. Thierry, un gardien, dans le travail du gardien, il y a, j'imagine évidemment aussi, placer un mur en fonction de l'endroit où va être tiré un coup franc. Ça fait également partie de la préparation du gardien, le placement du mur. Oui, mais bien sûr, tout est étudié. Mais c'est ce que je dis toujours. Hein, Thibaut positionne toujours ses murs comme ça. D'autres gardiens mettent un homme en plus. Lui, c'est pas son choix parce que surtout sur des ballons qui sont à 27, 28 mètres, avec sa taille, hein, son envergure, sa puissance, il sait qu'on peut aller. Et ben, ce soir, c'est clair que le premier but, ça montre. Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il ne change pas son habitude et que son habitude est bonne et qu'il faut, pour déjouer cette habitude-là, un coup franc un petit peu hors du commun. Ben, cette frappe est hors du commun pour une chose, c'est que c'est très rare d'avoir une puissance aussi importante avec une rotation si importante. D'accord, là je comprends. C'est ça. C'est vrai. Roberto Carlos, par exemple, qui frappait de l'extérieur, il avait cette frappe aussi, mais de l'extérieur, hein, avec une rotation C'est encore plus impressionnant d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, 100 km/h, avec cette rotation-là, il faut arriver. Hein. Attention, il faut la mettre. Hein. Ah tiens, j'ai Kevin Diaz qui nous dit... Il nous dit, moi je pense que le problème c'est qu'il a placé son mur pour un gaucher. Et du coup le mur devient mal placé à partir du moment où c'est pas le gaucher qui tire en fait. Non, il prend, si tu veux, lui, il prend moins de marge que certains. Certains, par exemple, quand tu vois Yann Sommer qui joue là avec l'Inter, il va mettre 1,5 lui. Tu vois ? C'est pas le cas de Thibaut, mais c'est pas les mêmes envergures. Arsenal, ils font un truc, ils mettent un gaucher, un droitier à côté du ballon. Exactement, je pense que Courtois, ils ont certainement dû étudier également les coups francs du côté d'Arsenal, et certainement qu'aux abords de la surface, c'est souvent Odegaard qui les prenait. Alors, exact. Alors question et remarque de Jimmy sur notre groupe. Il dit, mais alors, est-ce qu'il est possible, puisqu'on voit que le gars d'Arsenal lui fait un signe, en gros, genre on roule la frappe. Jover en l'occurrence. Voilà, Jover. Est-ce qu'il est possible qu'il a vu la position du mur avant? Voilà, est-ce que de la même façon, il s'est dit, Courtois place toujours son mur comme ça, s'il y a un coup franc, mets-le comme ça, on aurait une sorte de bataille contre bataille stratégique autour de comment faire. C'est possible aussi. Tu as des stratégies, mais ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que c'est deux frappes exceptionnelles, ces deux coups francs. Et que probablement, s'il les tire 10 fois, il ne va pas les mettre 10 fois dedans comme ça. C'est vrai. Il faut revenir aussi à des choses concrètes. Ouais. Oui, et bravo à lui, parce que c'est deux magnifiques frappes, et la deuxième, elle est exceptionnelle. Mais la première, elle est exceptionnelle par sa puissance, sa rotation. Maintenant, on peut faire plein de stratégies, bien sûr. Oui, on est là pour contrôler le maximum d'incertitude, mais après, la frappe hors du commun, elle est là. Hein, voilà. Et on perd 10 mètres de frappe, hein, n'oubliez jamais, à cause du mur, on perd 10 mètres de frappe en termes de perception. Hein. La question que je me pose, c'est comment... Attends, juste, comment, ça veut dire quoi, ça? Oui, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Avec le mur, ça bouge beaucoup, parce que t'as ton mur et t'as les mecs qui sont devant toi aussi, qui sont pas de chez toi. Donc tu ne vois pas le départ du ballon. Tu perds 10 mètres de frappe. C'est ce que tu veux dire. Oui, mais moi, la question que je me pose, c'est que comme c'est Odegaard qui prend, comme je disais, souvent les coups francs à ce niveau-là, aux abords de la surface,
Comment se fait-il qu'ils ont dû communiquer entre eux? Est-ce que c'était déjà prédit avant sur le Oui, sur le- pourquoi Rice tire alors que normalement... Voilà, exactement. c'est vrai. Mais c'est Et, pas des gardes qu'elle a. Hein. Sur ce coup franc, sur le premier, c'est Saka et justement, Rice. Non, c'est Odegaard. Non, Odegaard. c'est sur le premier, deuxième. c'est Saka. C'est sur le Sur le deuxième. premier, c'est Saka et deuxième, Non, Odegaard. le premier, c'est Saka. Saka. pour Saka, ça, il je boite. me suis dit, mais généralement, c'est eux qui les prennent à chaque fois les coups francs. Exact. Et Rice les prend pas. Non, Donc, mais, est-ce que vous imaginez le football de 2025? Là, on est quand même en train de discuter de 2 coups francs avec un coach des coups de pied arrêtés qui a eu sans doute une influence dingue. Et là, on est avec le coach de Courtois, enfin, de l'équipe de Courtois, pour nous analyser les trucs. Tu vois ça pas le veut, foot comment il est mais ça aujourd'hui, veut lui, également c'est dire fou. à quel point tout est préparé minutieusement maintenant et c'est très Ouais. intéressant à entendre, quoi. Sinon, par ailleurs, il a quand même été décisif sur pas mal d'actions Ah, ce soir. plein Tu vois, d'actions, Courtois, là, Thierry. non, il sera reparti avec une valise. Hein. C'est pas évident pour lui. Hein. Je veux dire, il était blessé au genou. Il a quand même près de 10 jours d'absence. Il a peu d'entraînement dans les pattes. Hein. Il en a 3 pour arriver à jouer un match de très haut niveau comme ça. Et, c'est difficile de revenir, d'être au niveau cognitif à 100%, d'être toujours dans le rythme de l'action et tout. Et il l'a montré ce soir. Il fait une performance pour moi XXL. Hein. Parce que, Et Thierry, il a une c'est défense malheureux. gruyère aussi devant lui. Hein. Voilà, ça, c'est un autre Il a une sujet. défense gruyère. On va appeler l'entraîneur de la défense. Non, mais c'est Roberto Carlos qui a dû être content des coups francs de ce soir. Ah, je pense. Il était assis 2 rangs devant moi. Roberto Carlos, Ah, ok. 2 rangs devant moi, il était assis. Thierry, Il y avait merci du beau beaucoup, monde, hein. c'est super. Du beau monde. Merci c'est beaucoup vrai. Thierry, comme d'habitude, c'est méga intéressant, j'adore. Avec plaisir. Très bonne soirée et bonne Merci, continuation. bonne soirée à toi À aussi. bientôt. Et bravo pour votre antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, revenons à Arsenal dans sa globalité, parce que là, la perf, quand même, ce soir, elle est dingue. Enfin, elle est dingue. Ou pas, d'ailleurs, parce que Julien, en championnat, ils sont bien. Mais est-ce que tu t'attendais quand même à ce qu'ils marchent sur le Real ce soir? Moi, je l'avais dit hier déjà. Hein. Je ne sais pas ce que Manu en pense, mais pour moi, Arsenal, c'est Ah, quand même, une Julien, bien moi meilleure je les équipe voyais pas collectivement. marcher comme ça sur Madrid. Non, c'est vrai Manu, mais c'est une meilleure équipe collectivement. On l'a toujours dit, c'est la vérité. Le Real a des individualités beaucoup plus fortes, beaucoup plus talentueuses, bien sûr, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais collectivement, il n'y a pas photo. Et ce soir, on l'a vu encore. Hein. On ne va pas revenir sur le Real, mais tactiquement, de la part d'Arsenal, c'est quasiment parfait aujourd'hui, notamment la seconde période, où à part une ou deux glissades ou une ou deux mauvaises passes qui amènent un peu de pression sur leur défense, sinon ils sont quasiment parfaits, ils sont jamais mis sous pression, ils sont jamais mis en danger. De toute façon, cette équipe du Real, elle presse pas, elle court pas, elle presse pas. Vous avez vu la stat absolument effrayante? En termes de kilomètres? Tu sais combien ils ont fait le Real? Non. Vous voulez jouer? Non, j'ai pas vu Ils ça ont dû encore. faire quoi, tous ensemble? Oui, 110. Ils ont dû faire 85 km. Non, plus. C'est ça que. Non, quand même pas, toi aussi. t'abuses. Moi, je les ai pas vus beaucoup courir. Ouais, en là, fait. t'abuses. Combien là. tu dis, toi? Combien t'as dit, 110. Julien? 110. Il dépasse à peine 100. À ce niveau en Ligue des Champions, c'est C'est inadmissible. Et C'est Arsenal, ils sont à combien? inadmissible. Ils sont à 113. Il faudrait le C'est détail même pas des quatre énorme. de devant. Ça Parce que fait, la ça fait première 1 mi-temps- km par joueur quasiment. Parce qu'attention, la première mi-temps, d'un point de vue global, n'est pas très intéressante. Elle n'est pas dingo. Et le rythme n'est pas super Ouais, fort. c'est vrai. C'est sur la deuxième où il y a, en plus, comme ça fait 3-0 contre le Real, ça émerveille et ça change la vision globale de la rencontre. Mais la première mi-temps, elle est terne. Moi, je préférais regarder Bayern-Inter. Il était assez chiant le match. Sur la deuxième mi-temps, Arsenal a passé 2 vitesses. Ils auront marché. C'est pour dessus. ça qu'il termine avec 113 simplement, ce qui est déjà un score, mais en Ligue des Champions, logiquement, c'est même plutôt 115 et un peu au-dessus Ouais, c'est ça, à ces ouais. niveaux-là. Mais 101, 102, c'est ça, ouais. c'est juste pas possible. C'est pas possible. T'as pas le droit de faire ça. Mais c'est ce déficit, je pense, physique et d'intensité entre les deux équipes qui permet à Ancelotti de décider à quoi va ressembler la première période. Et deuxième période, c'est Arteta qui décide de A à Z en fait. Toute la deuxième période, c'est Je crois exactement que ce Carlo qu'il Ancelotti, imagine. même la première période, il décide de rien du tout. Hein. Non, Ah, mais, déjà, je crois qu'il fait les mauvais choix Honnêtement, d'entrée. il arrive à Il y a trouver des ça, espaces, mais il arrive à aspirer un petit peu Arsenal, même si, alors il joue pas très bien les coups, mais tu sentais que le Real pouvait être dangereux. Si Kylian Mbappé met son 1 contre 1 face à Raya, c'est plus le même match. Oui, et oui, c'est ce oui, que cherche, oui. c'est ce que cherche Ancelotti. Ça paraît rien. D'accord, d'accord. Oui, il y a pour une le Real action de Madrid, mais contre-attaque où Vinicius fait D'accord, mais, n'importe ça quoi satisfaire sur de sa ça avec passe. ce Real Madrid. Donc Ça explique sera pas. jamais plus que ça. Tu parles de la faillite physique, c'est une chose, mais c'est surtout la faillite mentale. Moi, j'ai les soi-disant leaders de l'équipe, je les ai vus presque se cacher sur le terrain, ils ont disparu tous. Ils n'ont plus existé, donc il y a un lien aussi avec l'aspect physique, mais c'est surtout mental qui, pour moi, est très révélateur de la défaillance des Madrilènes. Dans un instant, Antoine et Tony au 32-16, Dans ils veulent notre match, on est intervenir. à 120, 123. Et Mais il pas va sur le falloir même qu'on genre fasse de match. l'évaluation. Donc on parle des autres joueurs d'Arsenal. Il n'y a pas que Declan Rice qui a fait un excellent match Non, tous. ce soir. Et puis Kylian Mbappé tout de Ouais. même. On va détailler sa performance dans quelques instants. A tout de suite dans l'after.
23h34, Manu Petit est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurence, Edgar Groslo, c'est l'after sur RMC, sur After Foot TV. Bien sûr, tous les soirs désormais. Écoutez William Saliba, il y a quelques instants sur Canal+, il revient sur le match et la victoire d'Arsenal face au Real, 3-0. On savait que voilà, ça allait pas être facile aujourd'hui. On joue à la maison devant nos fans et voilà, on sait qu'il y a 2 matchs. Donc on voulait gagner aujourd'hui et voilà, 3-0, ça fait du bien. On est très content de notre performance. On n'a pas concédé de but et voilà, une soirée parfaite aujourd'hui. On marque pas beaucoup de coups francs, ça veut dire quand j'ai vu ça, j'étais très étonné, et surtout qu'il en a mis 2. Depuis que je suis à Arsenal, j'ai jamais vu un coup franc, donc ça fait plaisir et je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance et il a débloqué le match aujourd'hui, donc c'est magnifique. On travaille pas trop les coups francs directs, mais voilà, aujourd'hui, Declan Rice, il a pris ses responsabilités, il en a flanqué 2, en plus contre Courtois, c'est pas facile, donc franchement, on est très content pour lui. Ça nous a permis aussi d'après mettre ce 3e but. On va aller là-bas pour gagner encore. Faudra pas aller là-bas pour défendre tout le match ou se dire que voilà, le travail est fait. Non, le travail n'est pas fait. Il faut qu'on aille là-bas pour gagner encore et voilà, on espère qu'on va se qualifier et on doit se qualifier. Alors, Saliba est de Bondy, vous le savez, comme Kylian Mbappé. Ce soir, ils étaient, les familles se connaissent. Ils étaient opposés. Écoutez, on lui a posé la question sur Canal de savoir comment s'est passé le duel. Ouais, aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais il y a un 2e match. C'est-à-dire qu'il faut rester concentré et j'espère qu'on fera un clean sheet aussi là-bas. Bon, voilà. Et Declan Rice, quand on dit qu'il n'avait pas marqué, c'est Gros match, d'Arsenal ou même avant? De quoi avant? Mais oui. Non, même avant, même avec West Ham. Même avant. Donc, oui, Non, jamais dans sa carrière. Tu voulais Jamais parler dans de sa son carrière. match à Saliba, Ça, c'est fou. Julien. Ouais, parce que bon, gros match, déjà, c'est sûr, même s'il y a eu une glissade à un moment en première période, mais surtout en l'absence de Gabriel. C'est ça surtout, c'est qu'il a dû jouer avec Kivior à côté de lui, qui n'a pas le même niveau que Gabriel. Ils n'ont pas non plus la même complémentarité, la même relation. Gabriel et William, maintenant, ça fait longtemps que ça joue ensemble, c'est très fort, ils pourraient jouer les yeux fermés. Avec Kivior, c'est un petit peu différent, donc c'est vrai qu'il a dû aussi s'adapter à ça, en plus face à Kylian, et lui et moi on en avait parlé aussi avant le match, c'est particulier pour lui, parce que bon, Kylian, comme l'a dit Daniel, il y a beaucoup de respect entre les 2 familles, entre eux 2, il savait aussi très bien que ça allait beaucoup être regardé en France. Guy Stéphane était là dans la tribune présidentielle aussi. Donc voilà, il y avait des choses qui... C'était un match particulier pour Saliba aussi ce soir. Et sincèrement, voilà, la sérénité, ça on connaît, le calme, mais même dans les coupures de trajectoire, dans les relances, dans tout ça, il a vraiment été exceptionnel. Surtout que, considérant qu'Ewer, il est toujours en apprentissage et que contre Everton ce week-end, c'était sa 3e titularisation de l'année. Donc faire ce genre de match en l'absence de Gabriel, c'est franchement... De toute façon, moi, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y a pas mal de trucs qui m'ont plu chez les Gunners ce soir, mais quand ils perdaient le ballon, tu as vu le repli défensif collectif, ça allait à 2000 à l'heure. Contre-pressing. Ouais, ça c'est quelque chose qu'Arsenal on a l'habitude de voir. Non, mais là encore plus, c'était encore plus fréquent, présent, quoi. C'était vraiment les mecs, ils avaient tous pour consigne à la perte du ballon, tout le monde revient, tout le monde fait bloc, quoi. Tiens, on a Antoine qui est supporter d'Arsenal qui est là au 32-16. Antoine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Bon, qu'est-ce que tu retiens, toi? Alors, on a parlé des coups francs, on a parlé de la performance collective. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter? Franchement, vu que je vous écoute quand même du coup depuis le début de l'émission, au final, vous avez globalement tout dit, mais moi, ce que je retiens quand même, c'est... Alors, même si ça fait plus de 20 ans que je suis supporter d'Arsenal, mais je retiens presque la surprise d'avoir autant maîtrisé ce match comparé au Real. Parce que comme je disais à Adri au standard, moi au vu de l'histoire récente du Real en Ligue des Champions, qui, même s'ils n'ont pas un bon collectif, même si ils ont du mal dans le jeu, au final tu as toujours les individualités qui ressortent du lot parce qu'ils arrivent à se supplier en Ligue des Champions. Et du coup, moi, je m'attendais pas du tout à un match comme ça, surtout en deuxième mi-temps où globalement on aura roulé dessus, quoi. Et je m'attendais, comme notamment face à face de Mbappé en première mi-temps avec Raya, il y avait potentiellement tout ce genre de pic qui pouvait tomber au fur et à mesure dans le match, mais finalement, les 2 coups francs ont super bien fait tourner le match en notre faveur. Parce que il faut quand même se rappeler qu'on joue depuis 3 mois sans attaquant et marquer des buts malgré tout c'est quand même assez compliqué depuis quelques semaines et voilà, Declan Rice j'ai jamais vu ça de mémoire de supporter d'Arsenal
J'ai jamais vu ça dans un match d'Arsenal. Ouais, mais Et ça est-ce a fait que tourner le match correctement. quoi. excuse-moi Donc, d'interrompre, c'est- mais est-ce que tu as été plus surpris de la performance des Gunners ou de la performance des Madrilènes? Ben, on va dire les deux parce que tu vois, Manu, je regarde tous les matchs d'Arsenal en championnat et en Ligue Moi des aussi, Champions. On voit depuis ne serait-ce que 2-3 ans quand même, malgré tout, l'évolution du jeu que Arteta a amené à cette équipe d'Arsenal. Et on voit que c'est quand même un jeu très bien huilé, et qu'il y a quand même une très belle organisation qui est faite depuis quelques années. Donc globalement, on savait que dans le jeu, Arsenal était bien meilleur que le Real. Cependant, moi, tu vois, comme je disais juste à l'instant, j'ai toujours peur entre guillemets du Real en Ligue des Champions et Du Factor X. En histoire, quoi. Ouais. Et bon, même si effectivement depuis le début de saison, le Real est nul dans le jeu et pas bon, que ce soit en Ligue des Champions globalement, parce qu'ils ont mis du temps à se qualifier, même pour les barrages, et en Liga aussi un peu de mal. Mais voilà, je suis presque plus surpris malgré tout quand même de la déliquescence du Real que du fait qu'Arsenal allait faire un bon match, parce que globalement je savais qu'ils allaient faire un bon match, mais pas, on va dire, pas aussi grandiose. Alors, attends, Edgar veut réagir. Honnêtement, sur la physionomie du match, pour moi, il n'y a pas de surprise de voir le Real ne pas prendre le match à son compte, parce qu'on s'y attendait. Et la seule victoire possible pour le Real, ça aurait été, comme on l'a dit, que Kylian Mbappé marque sur une action comme ça, un petit peu sortie de nulle part. Est-ce qu'on peut quand même rappeler, je ne sais pas si tu les as en tête, mais les résultats du Real contre ce qu'on va qualifier de grosses équipes ou en tout cas de grands matchs? Le bilan est très négatif quand même. Défaite face à l'Athletic Club, défaite face au Milan, donc 2 fois Barça. En Liga, bien sûr, le Barça évidemment. Donc Liverpool, ils sont Bilbao, Milan. J'ai oublié un autre truc. Valence. En fait, à part City, tu n'as gagné aucun grand match, sauf si tu prends l'Atlético le match aller, où tu perds au match retour et tu passes un peu miraculeusement. Mais en fait, quasiment tous les grands matchs de la saison, c'est pas juste que tu as perdu, c'est que tu n'as pas eu ton mot à dire souvent. C'est une équipe qui doit se réinventer. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pas de perdre de temps en temps. Ils sont pas là à perdre de temps en temps des matchs face à Leganés ou je ne sais quoi. Ils perdent contre les équipes les plus importantes, contre les équipes contre lesquelles ils sont censés rivaliser et contre lesquelles ils sont censés lutter pour les titres. Et si tu perds face à tes adversaires directs, qu'est-ce que tu peux gagner à la fin? Rien, c'est pas possible. Tony, bonsoir Tony. Salut les gars, vous allez bien? Tony, merci d'avoir patienté. Ouais. T'as pensé quoi de Mbappé ce soir? La question, s'il vous plaît. Suivez prochain, s'il vous plaît. Non, alors attendez, juste un truc, parce que j'ai envie de faire mon... Manu, non, Gilbert. C'est le capitaine de l'équipe de France, permets-moi d'en parler quand même. Gilbert Dubois, il est là ou pas? Il est là, il t'écoute. Juste un petit truc, juste vite fait. Manu, je suis obligé de te tutoyer parce que tu m'as fait rêver. Tu sais quoi, vas-y, y a pas de souci. Quand t'as marqué le troisième but, tu tombais en même temps que toi. C'est vrai. Ouais, je te jure, mais c'est toi, Zidane, ok d'accord, mais toi, c'est toi qui m'as filé le frisson. Je dis c'est bon, là. C'est gentil. Toi, honnêtement, merci. Puis en plus, je me rappelle de toi avec ton mulet à l'ancienne, avec ta moustache à Monaco, magnifique. Ça, c'est vrai. C'était l'époque de l'armée, ça. Et une super reconversion au milieu de terrain défensif. Bravo, franchement, merci. Passer de stopper à 6, c'est énorme. Arrière-gauche au début de ta carrière. Je fais arrière-gauche, défenseur central, milieu et milieu relayeur. C'est ça. Je devrais dépanner le Real, je pense. Ah ouais, je suis trop vieux. Non, alors franchement les gars, faites-moi penser en premier la prochaine fois et disserter, parce que là vous avez tout dit, je peux rien faire, donc je vais être super vite. Je vais aller super vite. Aujourd'hui, la première mi-temps, comme l'a dit Daniel, pas fantastique, mais pas dégueulasse. Allez, ça se mate. Mais honnêtement, je veux dire, ils sont rentrés les U17 après. Ils sont restés dans le vestiaire, les mecs. Moi, je les ai pas vus. Alors déjà, comme première mi-temps, moi, quand le match a commencé, au bout de 15 minutes, j'ai dit, je sais comment ça se passait. Le Real va marquer 2 buts en contre. Ils avaient compris qu'il fallait qu'ils ferment au niveau de Partey. Du coup, ça a marché un petit peu. Mais concrètement, j'ai rien compris. Ils sont où, quoi? Ils sont où? Il y a zéro réaction. Je veux dire, bon, après, il n'y a pas de course, il n'y a pas de volume, voilà, tout simplement. Il n'y a rien. Et ça m'embête pour Arsenal, qui, pour moi, c'est quand même une équipe qui m'a fait rêver avec tous ces Frenchies dans les années 2000. Et franchement, c'est vraiment une équipe anglaise que je préfère le plus. Et bien, ça me fait chier qu'ils aient gagné 3-0 contre des fantômes. Parce que, honnêtement, ils ne peuvent rien tirer de ce match-là. Honnêtement, pour moi, ils ne peuvent rien tirer d'enseignement. Vraiment, leur niveau, je ne sais pas le définir. Parce que, du coup, le Real a été nul. Voilà, je suis désolé, contre l'Inter, contre le Barça, je suis pas sûr qu'Arsenal arrive à jouer à ce niveau-là, quoi. Honnêtement. Et c'est dommage, parce qu'ils ont une bonne petite équipe, mais honnêtement, il n'y avait rien en face.
Donc, tirer des enseignements sur un match comme ça pour Arsenal, je trouve ça dommage parce qu'on ne peut pas en tirer. Honnêtement, ok, Declan Rice, ok. Bon, moi, je suis pas d'accord sur les coups francs, mais il y avait un spécialiste, donc je lui donne raison. Mais honnêtement, moi, j'ai pas vu un match de football, quoi. J'ai vu un espèce d'entraînement contre. Moi, je trouve qu'on a vu un beau match de foot, Tony, quand même. On retiendra de ton intervention la moustache de Manu qu'on avait oublié. Oui, Julien. Il y a plein d'enseignements super positifs à tirer de la part d'Arsenal. On est d'accord. Franchement, sincèrement, dans un match, d'accord, en face, ça a été nul, mais je suis désolé, collectivement, tactiquement, même individuellement sur certains joueurs, c'est très, Ils se sont rendus les matchs faciles, en tout cas. Oui, c'est pas parce que il faut pas tomber dans le truc de relativiser la performance d'Arsenal parce que le Real a été nul. C'est aussi Arsenal qui écrase son adversaire. Après, on peut aussi constater que le Real, de toute façon, ne fait pas les efforts et depuis le début de la saison, est une équipe qui n'a pas le niveau d'un prétendant. Maintenant, cette équipe nous a parfois tellement surpris dans le passé que celui qui l'enterre, non. Surtout, s'il y a 0-0 à la 85e au retour, bon, là, on peut commencer à faire le trou. T'imagines le retour, Daniel, dans l'avion, là, et le réveil demain avec la presse? Comment ils vont se faire allumer, les mecs? De toute façon, ils auront l'orgueil, ils auront la folie, le stade sera plein, ils vont le tenter, le truc. Alors, ils on n'ont sait pas, comment ça va se passer. Ils n'ont pas le choix, ils vont mettre les crocs. Ils vont être bons, t'inquiète pas qu'ils vont tous s'y mettre. C'est pour ça, il y a un but dans les 10 premières minutes, ça peut changer. Mais le problème, c'est que 3, c'est beaucoup. 3, c'est beaucoup. S'ils en avaient même mis un qui avait 3-1. Arsenal est capable de marquer là-bas aussi. Mais 3, ça fait quand même beaucoup. Et tu as raison de parler de la presse parce que demain, évidemment, ça va faire mal au crâne. Et il y en a un qui va vraiment en prendre pour son grade, je pense. C'est Vinicius Junior. Vinicius Junior, ce soir, c'est 0 dribble réussi, 0 frappe cadrée, 18 ballons perdus, 64% de passes réussies. Faut rappeler quand même que c'est à part Courtois, probablement. C'est le deuxième du dernier Ballon d'Or. Non. Je veux dire, on nous dit que c'est le Ballon d'Or, etc. C'est le deuxième du dernier Ballon d'Or. Mais il est très très loin de son niveau. C'est son match du soir. Je pense que Mbappé fait un mauvais match évidemment et Mbappé a disparu en deuxième période. Mais quand tu regardes les statistiques, Kylian Mbappé il fait pas un bon match, mais il a quand même quelques frappes cadrées, il a des opportunités dangereuses. Évidemment, il fait un mauvais match, 6 ballons perdus. Mais aujourd'hui, on nous répète tout le temps que Kylian Mbappé arrive dans une équipe de patrons avec déjà des joueurs qui ont brillé au plus haut niveau et c'est vrai. Vinicius Junior, évidemment, si on parle aussi autant bien de lui, c'est parce qu'il a déjà brillé à ce niveau. Et j'aimerais comprendre ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année pour qu'il y ait un tel écart. Parce que oui, évidemment, il y a la déception du Ballon d'Or. Oui, il y a Kylian Mbappé, ça change beaucoup de choses. Évidemment, tu peux pas peut-être avoir ce niveau toutes les saisons. Mais évidemment que Vinicius, il peut faire mieux que ce soir. Et j'espère pour lui qu'il fera mieux au match retour. Parce que là, sincèrement, ce soir, c'est triste de le voir à ce niveau-là et d'être aussi peu dangereux. Edgar, on te retrouve demain pour parler de Barcelone. Et Julien, merci beaucoup. Demain soir, tu seras là pour Aston Villa, évidemment.